Mes parents m'ont dit de me débrouiller avec le garage, pendant qu'ils me volaient mes clients et me traitaient de simplement aigri. Après tout ce que j'avais bâti, j'ai alors laissé un dossier. Salut, je suis Elodie et ma famille m'a mise à la porte de mon propre bureau pour le céder à mon beau-frère Antoine pour son empire de la blockchain. Ils ont dit que c'était temporaire, ils ont dit que je comprendrais, mais pendant qu'ils construisaient des rêves à l'étage, j'étais relégué au garage, le même espace où je réparais leur Wi-Fi, réglais leurs factures et portais cette famille en silence. Ils n'ont pas seulement déplacé mon bureau, ils ont déplacé l'histoire, réécrit qui comptait et qui ne comptait pas. Que se passe-t-il lorsque la personne discrète cesse d'absorber les coups et commence à présenter l'addition ? Je rentrais d'une marche, le genre que l'on fait non pas pour l'exercice, mais parce que le silence à l'extérieur est plus facile à supporter que le silence à l'intérieur. Quand j'ai franchi la porte d'entrée, maman n'a même pas levé les yeux de sa tablette, elle l'a dit comme si elle mentionnait la météo. Oh, au fait, on déménage ton bureau ce week-end. Je suis resté figé, la main encore sur la poignée de la porte. Pour Antoine, a-t-elle ajouté nonchalamment, il a besoin d'un endroit pour se concentrer, juste temporaire, ma chérie. Antoine, mon beau-frère, frère technophile devenu le messie de la blockchain, a émergé du couloir, tenant déjà 1 mètre, agissant comme si c'était une nouveauté pour lui, et Elodie, je ne savais pas qu'ils allaient vraiment le faire, je pensais que c'était encore en discussion, a-t-il dit tout en lorgnant déjà les étagères comme si elles étaient les siennes. J'y travaille depuis 3 ans, ai-je dit, ma voix à peine audible. Il a souri comme si j'avais complimenté son ambition, ouais, mais tes affaires sont toutes portables, non? Je veux dire, la blockchain a besoin d'une vraie bande passante. Maman a acquiescé, il a des réunions, des présentations en ligne, il a besoin de l'espace. J'ai cligné des yeux, j'ai essayé de le traiter comme si je révisais du code ligne par ligne à la recherche d'erreurs qui n'existaient pas. Puis j'ai acquiescé, robotique, et j'ai dit, d'accord. Parce que l'alternative aurait été de crier, et je n'ai pas été élevé pour élever la voix. Plus tard cet après-midi-là, j'étais assise sur le canapé, mon ordinateur portable sur mes genoux. Antoine faisait les 100 pas à l'étage, je pouvais l'entendre à travers le plafond fin parler de cryptoscalabilité et d'intégration d'écosystèmes, comme si ces phrases avaient un sens. J'ai continué à taper, j'ai gardé ma posture droite, j'ai continué à respirer. Je n'ai pas posé de questions, j'ai juste écouté la décision déjà prise. Cette nuit-là, j'étais allongé dans mon lit, me souvenant de choses qui ne m'avaient jamais semblé être des signes avant-coureurs jusqu'à présent. Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire avec mention, maman a dit, eh bien, c'est ce que nous attendions de toi. Quand Antoine a lancé sa première start-up, qui a échoué en 6 mois, ils ont organisé un barbecue pour célébrer son esprit audacieux. Ce n'était jamais bruyant, jamais cruel, juste dédaigneux. Il y a eu le voyage à Chamonix auquel je n'ai pas été invité parce que, tu n'aimes pas la neige de toute façon, même si moi si. Le bulletin de vacances qui incluait les réalisations de tout le monde sauf les miennes. Les photos de famille où j'étais toujours en bordure, à moitié dans l'ombre. Depuis qu'Antoine a épousé ma sœur Manon, le centre de gravité de la famille s'est déplacé. Il est devenu le fils, et moi l'orbite fiable, censé se déplacer silencieusement. Le lendemain matin, Antoine était déjà en train de déplacer des moniteurs dans la pièce qui était autrefois la mienne. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, le regardant soulever des boîtes, mettant mes dossiers de côté comme du désordre. Maman a souri et a dit, il est tellement visionnaire, n'est-ce pas? Il est déjà en train de mettre en place un système de portefeuille multidevises. Elle a enjambé mes dossiers à code couleur comme s'ils étaient une paire de chaussures. Antoine a collé une affiche bon marché de jargon Bitcoin sur le tableau blanc que j'utilisais pour donner des cours de cybersécurité à temps partiel. J'ai vu ma plaque nominative, Elodie Moreau, Ing, être jetée dans un tiroir. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste ramassé quelques affaires, mon agenda, ma certification encadrée, une tasse d'une étudiante qui disait que j'avais changé son parcours professionnel. Je suis sorti. Ce soir-là, nous avons dîné en famille, des lasagnes achetées en magasin. J'ai essayé de mentionner le contrat de cybersécurité que j'avais décroché, c'était petit mais stable, aider une organisation à but non lucratif à protéger sa base de données de donateurs. Avant que je ne puisse finir, maman a claqué des mains, trinquons au grand discours d'Antoine la semaine prochaine. Il a une réelle chance avec cette plateforme blockchain, de grandes choses arrivent. Tout le monde a levé son verre. Personne ne m'a regardé. Antoine a ri, et Elodie a toujours été douée pour rester discrète, hein. Ce n'était même pas malveillant. C'est ce qui faisait le plus mal. C'était anodin, irréfléchi.
J'ai souri comme les gens sourient quand l'estomac se tord. Je n'ai pas touché mon vin. Plus tard cette nuit-là, au lit, je n'arrivais pas à dormir. Mes mains reposaient à plat sur ma couverture, les yeux fixés au plafond, le cœur tapant un code lent que moi seul comprenais. Ce n'était pas seulement une question de bureau. C'était une question de savoir comment personne n'avait pensé à demander parce qu'il supposait que je dirais oui, que je me retirerais encore une fois, que je continuerais à orbiter. Ils n'ont pas demandé parce qu'ils savaient que je ne me battrais pas. La dernière chose que j'ai vue avant de fermer la porte de mon bureau, c'était Antoine mesurant mon bureau comme s'il lui appartenait déjà. Et le samedi matin suivant, c'était le cas. J'ai porté le premier carton dans le garage en silence. L'air sentait le carton et la vieille peinture, cette humidité étrange dont on ne peut jamais vraiment se débarrasser dans ces espaces convertis. L'ampoule au-dessus a clignoté une fois, puis est restée stable, jetant une teinte jaune sur tout. Maman avait dit, rends-le juste douillet. Comme si on m'avait offert une suite d'invités dans un refuge de montagne. Ce n'était pas douillet. C'était du ciment froid sous mes pieds, des toiles d'araignée dans les coins et des prises qui faisaient des étincelles si tu respirais près d'elles. J'ai posé mon ordinateur portable sur une table pliante de fortune. Elle vacillait. J'ai plié une page déchirée d'un vieux manuel pour caler un pied. Classe. Je n'ai pas parlé. Personne n'est venu vérifier. Antoine était à l'étage maintenant, probablement en train de faire semblant d'être Steve Jobs. J'étais dans le garage, un cran au-dessus du débarras, quelques crans en dessous d'être considéré comme un membre de la famille. J'ai commencé à déballer lentement. L'une des boîtes était plus lourde que les autres. Je l'ai glissée contre le mur et l'ai ouverte, m'attendant à de vieux câbles de charge ou peut-être la roulette de la chaise de bureau que je n'avais jamais eu le temps de réparer. Au lieu de cela, ma main a atterri sur quelque chose de dur, familier. J'ai sorti un robot en plastique, un modèle que mon père et moi avions construit ensemble quand j'avais 12 ans. Le bras était tordu, la roue fêlée, la poussière s'était logée dans chaque crevasse. Il y avait d'autres schémas, des notes manuscrites, de minuscules pièces étiquetées que j'avais conservées parce qu'il avait dit un jour, le monde ne s'écroule pas quand les gens se soucient des petites choses. Celle-ci se trouvait sur mon étagère dans le bureau, juste à côté de la photo de nous à la foire scientifique régionale. Je ne les avais pas mises dans cette boîte. Quelqu'un d'autre les avait jetées là. Quelqu'un qui ne pensait pas qu'elles comptaient. Je n'ai pas pleuré. Je suis juste resté assise sur le sol froid du garage, tenant ce robot, le plastique collant légèrement à mes doigts. Après un moment, j'ai tout remis dans la boîte doucement et je l'ai glissé sous la table. Puis je suis juste resté assise dans le silence. Ce n'était pas un silence de paix. C'était un silence d'abandon. À l'étage, j'entendais des rires. Le rire aigu de maman et les intonations suffisantes d'Antoine. Un marteau a claqué, peut-être en train d'accrocher une de ses affiches de vision blockchain. Ma vieille étagère, celle que papa avait aidé à installer quand j'avais commencé à enseigner, était en train d'être peinte en blanc, une toile vierge pour le récit. Il l'appelait maintenant le « studio d'innovation d'Antoine ». Plus aucune trace de moi. Ce soir-là, le dîner était des lasagnes réchauffées. Je me suis assise au bout de la table, comme d'habitude. Manon a versé du vin et a dit « Le bureau ne se sent-il pas tellement rafraîchi maintenant ?» Je pense que nous avions tous besoin de ce changement d'énergie. Antoine a acquiescé, la bouche pleine, le garage convient bien à Élodie de toute façon, ça te donne ce côté loup solitaire, non? Je n'ai pas répondu, non pas parce que je ne pouvais pas, mais parce que l'énergie qu'il aurait fallu pour expliquer comment j'avais câblé cette pièce moi-même, installé l'isolation, posé la moquette morceau par morceau, rien de tout cela ne les aurait touchés. Pierre m'a regardé, a essayé un faible sourire, puis a détourné le regard. C'était sa version de la Suisse. Après le dîner, j'ai fait la vaisselle, non pas parce que quelqu'un l'avait demandé, juste parce que c'était plus facile que d'écouter Antoine se vanter des NFT. Puis je suis retourné au garage. J'ai allumé une bougie, juste une. Je n'ai pas allumé la lumière. Je me suis assise au bord de la table pliante et j'ai tenu le vieux tournevis de mon père dans ma main comme si c'était quelque chose de sacré. La bougie clignotait, projetant des ombres sur les murs qui ressemblaient à des fantômes, de vagues souvenirs, des phrases inachevées. Pendant cette heure, je n'ai pas bougé. Je n'ai pas parlé. Je n'ai pas vérifié mes emails. Je n'existais pas pour eux. Je n'existais que pour lui. Pour nous. Ce fut la nuit où j'ai commencé un rituel, une bougie, une heure, un souvenir. Et une promesse que j'ai murmurée dans l'obscurité, tu n'as pas ta place ici,
mais tu vas les regarder s'effondrer sans toi. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire, mais je savais ceci, rien ne resterait comme ça pour toujours. Le silence dans ce garage ne hurlait pas, il couvait, et moi aussi. Ce fut la nuit où j'ai cessé d'espérer qu'il le remarquerait et où j'ai commencé à me préparer au moment où il le ferait enfin. Je me suis réveillé sur le lit de camp dans le garage, la mince couverture enroulée autour de moi comme du papier. L'air était lourd, âcre avec l'odeur de moisi et de vieille isolation. J'avais mal au cou à cause de la position dans laquelle j'avais dormi, de la même manière que la nuit précédente et probablement encore demain. Le garage était devenu un rythme, se réveiller, travailler, exister. Personne ne venait plus vérifier. Antoine est passé devant la fenêtre du garage une fois cette semaine-là et n'a même pas jeté un coup d'œil à l'intérieur. Manon a cessé de demander si je voulais du café. Pierre a gardé son silence, neutre comme toujours. Vers 9 heures, le Wi-Fi a coupé. Pas pour la première fois, et certainement pas pour la dernière. Je connaissais le problème, l'utilisation constante de bandes passantes par Antoine avec ses diffusions en direct à l'étage entrait en conflit avec les amplificateurs de signal que j'avais installés l'année dernière. Je me suis levé, j'ai poussé la boîte à outils de côté et je me suis accroupi près de la prise d'angle pour réinitialiser l'extenseur. Ils auraient pu juste demander, ai-je murmuré à personne, parce que personne n'a demandé. Je l'ai réparé quand même. Je suis retourné à mon poste de travail, déterminé à sauver ce qui restait de ma matinée, et j'ai remarqué une caisse poussiéreuse poussée derrière l'étagère métallique. Je ne me souvenais pas l'avoir mise là. La curiosité a pris le dessus. J'ai enlevé les toiles d'araignée, je les traînais et j'ai ouvert le couvercle. À l'intérieur, il y avait une enveloppe. L'écriture sur l'enveloppe m'a glacé. Je connaissais cette écriture n'importe où, celle de papa. Sur le devant, il était écrit, pour quand tu oublieras qui tu es. Je me suis assise lentement, les doigts tremblant légèrement alors que je l'ouvrais. Il l'avait écrite bien avant de mourir, quand je suis revenu après mes études supérieures. Ce n'était pas long, juste quelques lignes, tu vois ce que les autres manquent. Tu répares ce que les autres cassent. Ce n'est pas seulement une compétence, c'est du cœur. Tu ne seras pas toujours vu clairement, mais ne laisse pas cela te rendre flou à tes propres yeux. Je n'ai pas pleuré tout de suite. Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e fois. Ce n'est que lorsque je l'ai replié, glissé contre ma poitrine et exhalé que les larmes sont venues. Pas le genre bruyant, juste cette lente et constante libération de savoir que quelqu'un m'avait vu, vraiment vu. J'ai posé la lettre à côté de mon clavier et j'ai fixé le mur en face de moi, laissant les souvenirs remplir les espaces vides sur la surface ébréchée du garage. Je me suis souvenu de chaque fois qu'on m'avait demandé de m'effacer, comme à 12 ans, quand mon projet de foire scientifique a remporté la 3e place à l'échelle de l'État, mais que nous avons quitté la cérémonie tôt parce qu'Antoine avait une démo de robotique au collège. Je me suis souvenu d'avoir été prié de ne pas mentionner ma bourse à Thanksgiving parce que, ça donnait l'impression à ta sœur qu'elle n'était pas à la hauteur. Cela n'a pas commencé avec le bureau. Cela n'a pas commencé avec le garage. Cela a commencé la première fois que je me suis excusé d'être fier de moi. Au-dessus de moi, des rires ont éclaté. Le délice strident de Manon, le rire plus profond d'Antoine à travers le plancher. J'entendais des meubles bouger, ils étaient en train de réaménager encore, probablement d'accrocher un nouveau fond pour sa fête de présentation. J'ai entendu mon nom une fois, suivi par Antoine disant « Elle a toujours été le génie discret, surtout sur le discret ». J'ai ouvert un nouveau document, les intitulé « À ceux qui m'ont oublié ». Le curseur a clignoté. Puis j'ai marqué une pause. J'ai fermé le fichier. Au lieu de cela, j'ai commencé à rédiger autre chose, quelque chose de plus simple, un court paragraphe, pas pour eux, pour moi, je démissionne de mon rôle de support technique, de thérapeute et de chef de projet non rémunéré de ce foyer, avec effet immédiat. Je n'accepte aucun futur rendez-vous à ce poste. Je ne l'ai pas imprimé. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai repris la lettre. Je l'ai lu une fois de plus. Puis j'ai ouvert le tiroir et j'ai sorti un petit cadre en bois qui avait autrefois contenu une photo d'enfance de ma sœur et moi. J'ai retiré la photo. J'y ai glissé la lettre. Puis je l'ai accrochée au-dessus de mon bureau. Non pas pour déclarer la guerre. Non pas pour pleurer. Pour me souvenir de qui j'étais avant qu'il ne me fasse oublier. Il pouvait peindre mon passé à l'étage, appeler ça innovation, appeler ça progrès. Mais ici, dans le coin oublié de la maison, la voix de mon père vivait toujours.
Ce fut la nuit où j'ai cessé d'espérer qu'il le remarquerait et où j'ai commencé à me préparer au moment où il le ferait enfin. Au moment où ils m'ont retiré de cette photo, j'ai su qu'il était temps de me rendre inoubliable. Je ne savais pas qu'il y aurait une fête avant d'entendre maman au téléphone avec quelqu'un de l'église. Oui, juste un lancement en douceur, a-t-elle dit, la voix adoucie de cette fausse chaleur qu'elle réservait aux invités. Il fait quelque chose de vraiment spécial, la blockchain, vous savez, l'avenir. J'étais en train de nettoyer le bureau du garage quand elle a frappé une fois et a jeté un coup d'œil. Oh, au fait, on reçoit quelques personnes samedi pour le grand discours d'Antoine. Rien d'extravagant, tu n'as pas besoin de te faire belle. Puis est venue la vraie raison de sa venue me parler, pourrais-tu aider à installer quelques chaises dehors? On utilisera celle pliante du cabanon. J'ai acquiescé sans la regarder. Elle est partie avant que je ne puisse changer d'avis. Le samedi est vite arrivé. En fin d'après-midi, je traînais des chaises sur le patio pendant qu'Antoine testait les angles d'éclairage pour son direct. Il m'a à peine reconnu, sauf pour me demander si je pouvais prendre quelques photos pendant les discours. Tu as la main ferme, a-t-il dit, comme si j'étais un trépied avec un pouls. Les invités ont commencé à arriver alors que le soleil descendait derrière la clôture. Principalement des amis de maman, quelques collègues d'Antoine, des gens de son cercle d'investisseurs en ligne qui s'appelaient mutuellement des « visionnaires » et des « fondateurs ». Je me tenais dans un coin, appareil photo en main, capturant ses gestes de main exagérés et ses répliques trop répétées sur la décentralisation de la confiance communautaire. Quand le dîner a été servi, traiteur bien sûr, je suis allé chercher une place. Il n'y en avait pas. Le banc près du grill était pris, les chaises de patio étaient toutes occupées. L'endroit que j'avais aménagé plus tôt avec un petit coussin avait été remplacé par l'ordinateur portable d'Antoine, maintenant ouvert et branché à une batterie de secours. Personne n'a proposé de bouger. Alors je me suis accoudé à la porte du garage, tenant mon assiette en carton sur mes genoux, équilibrant une fourchette en plastique et une salade de pâtes froides. De l'autre côté de la cour, j'ai vu Manon lever un verre et dire à Antoine, « L'avenir de notre famille ». Cette phrase a atterri avec un poids que je ne pouvais nommer. L'avenir de notre famille. Pas un mot sur moi. Pas un mot sur le câblage réseau que j'avais installé lorsque l'Internet de la maison coupait sans cesse. Pas un mot sur les années où j'avais fait fonctionner cet endroit pendant que tout le monde courait après des idées qu'il pouvait à peine épeler. Plus tard cette nuit-là, quelqu'un a suggéré une photo de groupe. Nous nous sommes alignés dans le jardin. Je me tenais au bord, comme toujours. Antoine était au centre, flanqué de maman et d'une bannière avec le logo qu'il avait payé quelqu'un sur Fiverr pour le concevoir. Ils ont posté la photo sur Instagram dans l'heure. Quand j'ai vérifié, j'ai vu ce qu'ils avaient choisi de partager, une version recadrée. J'étais parti. La légende disait, tellement fier de notre pionnier de la tech, le voyage commence. Pas de tag, pas de crédit pour les photos, juste un défilé d'émojis et de commentaires d'étrangers le qualifiant d'inspirant. Je n'ai rien dit, j'ai juste pris une capture d'écran et l'ai classée dans un nouveau dossier, mémoire sélective. De retour dans le garage, je me suis assise sous la même ampoule clignotante, j'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit, ils voient ce qu'ils veulent se souvenir. Puis j'ai ouvert un document sur mon ordinateur portable et je l'ai intitulé, variable de contrôle. En dessous, j'ai commencé une liste. Chaque élément avait une date et une description, le voyage à Chamonix auquel je n'avais pas été invité, la subvention NSF qu'ils disaient ne pas valoir la peine d'être mentionnée, le jour où la start-up ratée d'Antoine leur a fait perdre de l'argent et ils ont blâmé le marché, tandis que mon contrat réussi a à peine reçu un signe de tête. Il ne s'agissait plus d'être vu. Il s'agissait de documenter l'effacement. Le garage bourdonnait du léger vrombissement des circuits surchargés. J'étais en train de trier des câbles quand les lumières ont de nouveau baissé. Le studio d'Antoine à l'étage tirait sur le même disjoncteur. Chaque fois qu'il allumait son matériel de jeu ou son concentrateur de streaming, mon espace de travail court-circuitait. J'ai réarmé le disjoncteur, j'ai attendu que la lumière se stabilise et j'ai noté l'heure. Puis je l'ai consigné dans le même document, disjoncteur déclenché, circuit partagé encore. Il y avait un schéma. Et les schémas, je savais qu'on pouvait les cartographier, les prouver. J'ai regardé autour du garage. Mon garage. Et j'ai réalisé que je n'allais plus être leur personne de dépannage d'urgence. Je n'étais pas leur plan de secours, pas leur atout silencieux, pas leur marge d'erreur. Cette fois, je serais la variable qu'ils n'avaient pas prise en compte. Au moment où ils m'ont retiré de cette photo, j'ai su qu'il était temps de me rendre inoubliable.
C'est à ce moment-là que j'ai su que je n'avais pas besoin de leur permission pour protéger ce qui était à moi. Cela a commencé en milieu de semaine quand je suis monté chercher un tournevis. Antoine n'était pas dans le bureau son studio d'innovation, comme maman l'appelait maintenant, mais la porte était ouverte. Je n'avais pas l'intention de regarder autour de moi, j'avais juste besoin d'un outil. Mais alors je l'ai vu, mon ancien moniteur, celui que j'utilisais pour concevoir des mises en page d'interface utilisateur, et la barre de son que j'avais achetée avec mon propre argent lors d'une vente du Black Friday il y a 2 ans parce que maman avait dit que la maison n'avait pas besoin de plus de gadgets. Les deux, maintenant sur le bureau d'Antoine, comme s'ils avaient toujours été les siens. J'ai fixé pendant quelques secondes, puis j'ai appelé, et Antoine. Il est apparu du couloir en sirotant une boisson énergisante. Petite question, ai-je dit, en montrant l'installation. As-tu demandé avant de déplacer mon équipement? Il a cligné des yeux comme si j'étais dramatique, ils ont dit que c'était juste là. J'ai pensé que tu n'en avais plus besoin. Tu as ton installation là-bas. Mon installation dans le garage, à côté d'une étagère d'huile moteur et d'un tapis de course à moitié cassé. Je n'ai pas argumenté. J'ai juste acquiescé une fois et je suis redescendu. Cette nuit-là, j'ai désactivé tout accès à distance à mes comptes cloud, changé les mots de passe, nettoyé les appareils. Je n'ai dit à personne, mais le lendemain matin, j'ai laissé un post-it dans le tiroir où Antoine gardait ses disques de sauvegarde, pas à toi. Le dîner est venu et avec lui l'arrogance habituelle d'Antoine. Il aimait faire la cour maintenant, parlant de capital risque comme s'il était né dans la Silicon Valley et non pas marié dans la famille de quelqu'un d'autre. Ce soir-là, autour de pain de viande et de purée, il s'est penché en arrière sur sa chaise et a ri, « Heureusement que j'ai pris son bureau », a-t-il dit. Elle travaille mieux dans les sous-sols. Maman a ri, bien que ça ait sonné forcé. Pierre a regardé son assiette. Je n'ai pas scié. J'ai regardé Antoine dans les yeux et j'ai dit calmement, « Attention. Je documente tout. » La pièce est devenue silencieuse. Les fourchettes se sont figées en l'air. Le sourire d'Antoine a vacillé, juste légèrement. Personne n'a rien dit d'autre pendant le reste du repas. Après, je suis allé au garage et j'ai ouvert un tiroir de choses que je n'avais pas touchées depuis que papa était mort, des tournevis, de vieux routeurs, un fer à souder oublié. Puis j'ai pris ma lettre encadrée, celle qu'il avait écrite avant de mourir, et je l'ai déplacée au centre du mur, juste au-dessus de mon bureau. J'ai installé une deuxième serrure à l'intérieur de la porte du garage. Non pas parce que je me cachais. Parce que j'en avais fini d'être ouverte. J'ai commandé une nouvelle chaise ergonomique. J'ai fait des folies, payé un supplément pour la mousse à mémoire de forme. Ce n'était pas une question de confort. C'était une question de récupérer quelque chose. Ce week-end-là, j'ai reconfiguré l'espace. J'ai jeté la table pliante, déplacé les étagères, vidé les boîtes, balayé le sol jusqu'à ce que je puisse voir les fissures dans le ciment comme des veines. Ça sentait toujours le garage, mais maintenant ça sentait mon garage. Dimanche soir, juste au moment où je téléchargeais le rapport d'audit de sécurité d'un client, on a frappé à la porte du garage. Pas fort, poliment. Elle s'est ouverte d'un pouce. La voix de Manon a flotté, « Nous sommes une famille, Élodie. Tu n'as pas besoin d'agir comme une étrangère. » Je ne me suis pas tourné. Je n'ai pas bougé. J'ai dit, « Alors peut-être ne me traitez pas comme tel. » Il y a eu un silence. Puis la porte a cliqué et s'est fermée. J'ai fixé le moniteur, le curseur clignotant sur une nouvelle ligne de code. C'est à ce moment-là que j'ai su que je n'avais pas besoin de leur permission pour protéger ce qui était à moi. La dernière faveur qu'ils me demanderaient jamais était enveloppée de culpabilité, et je l'ai laissée non ouverte. C'était 2 semaines après l'incident de la photo et le garage avait enfin commencé à ressembler moins à un exil et plus à mon propre périmètre. J'avais amélioré la serrure, réinitialisé tous les mots de passe liés à la maison, et filtré mon calendrier pour que personne ne puisse accidentellement me réserver pour une course familiale. Mais la maison avait un moyen de s'infiltrer, même à travers le silence. La journée a commencé par un appel vidéo à un nouveau client, une organisation à but non lucratif de soins aux personnes âgées recherchant des mises à niveau de sécurité. J'étais au milieu d'une phrase expliquant le fonctionnement de l'authentification à plusieurs facteurs quand les lumières ont clignoté et tout est mort à nouveau. J'ai fixé mon moniteur éteint, puis le coin où je savais que la boîte à fusibles se trouvait, juste derrière une pile de décorations de Noël inutilisées. Ma mâchoire s'est serrée. J'ai poussé ma chaise en arrière et me suis levé. À l'étage,
Le flux de jeu d'Antoine avait probablement de nouveau fait sauter le circuit. Avant que je ne puisse sortir pour réarmer le disjoncteur, Manon est apparue à la porte du garage dans son tablier habituel de « Je viens de cuisiner quelque chose », tenant son téléphone comme un bouclier. L'installation d'Antoine a encore fait sauter le courant, peux-tu venir y jeter un œil? Il a un appel avec des investisseurs dans 10 minutes. Elle l'a dit comme une suggestion, mais son ton s'enroulait sur les bords, une attente déguisée en demande. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai juste dit « non ». Son visage a tressailli. Je n'ai pas attendu d'entendre le reste. Je suis rentré à l'intérieur, je me suis assise et j'ai calmement redémarré mon système une fois que j'avais rétabli le courant. Puis j'ai commencé un nouvel audit. J'ai tiré d'anciens journaux cloud, des horodatages de notre disque partagé, ceux que je n'avais pas touchés depuis plus d'1 an. Enfoui profondément, j'ai trouvé ce que je craignais, Antoine avait accédé à mes anciens dossiers de conception, téléchargé des modèles de clients, même modifié quelques fichiers, tout cela sans demander. J'ai commencé à collecter des captures d'écran. J'ai retracé son IP depuis l'étage, les fait correspondre aux journaux d'utilisation. Il n'avait pas été subtil. L'arrogance ne l'était jamais. J'ai tout sauvegardé sur une clé USB protégée par mot de passe. Je l'ai glissé sur mon porte-clés et j'ai nommé le fichier « Quand ça deviendra moche ». Cette nuit-là, j'ai créé un fichier d'hameçonnage. Je l'ai intitulé « Document d'accès au portefeuille de graines » et je l'ai laissé dans un dossier partagé avec un minuscule tracker intégré. Cela ressemblait à un fichier de récupération de portefeuille. À l'intérieur, il contenait une seule ligne « Tu as été négligent ». Continue. Je documente tout. En 48 heures, il l'a ouvert. Il n'a jamais dit un mot. Moi non plus. Mais j'ai vu le léger changement dans sa manière de me croiser dans le couloir, moins suffisant, plus mesuré. Quand l'Internet a de nouveau coupé la semaine suivante, Manon est venue frapper. Cette fois, il était 19h15. Je terminais un formulaire de renouvellement de contrat quand elle a frappé, s'est penchée et a dit « Le routeur fait encore des siennes, peux-tu juste le réinitialiser rapidement ?» Je ne me suis même pas retourné. J'ai dit « Il y a un tutoriel sur YouTube. Tape le numéro de modèle. Tu t'en sortiras. » Elle est restée là un instant de trop, puis a refermé la porte derrière elle. Ce fut la première fois que je ne me suis pas senti coupable après. Ce week-end-là, j'ai commencé à trier mes fichiers. Non pas pour le stockage, mais pour la migration. Contrat client, archives cryptées, factures. J'ai mis en place une redondance dans les disques cloud. J'ai gardé la clé USB dans mon sac à main. J'ai commencé à marquer des locations de bureaux à proximité. Je n'ai dit à personne. Pas encore. Mais j'ai tracé mon départ, silencieux et chirurgical. Je ne fuyais pas. Je construisais une rampe de lancement. Une nuit, alors que j'étiquetais encore un dossier, j'ai marqué une pause et j'ai regardé autour du garage. Les guirlandes lumineuses que j'avais ajoutées lui donnaient une lueur chaude. Ma chaise moulait à ma forme. La lettre encadrée de papa suspendue au-dessus de moi comme un bouclier. J'ai murmuré à voix haute, juste une fois, tu ne leur dois absolument rien. Et je l'ai cru. Ils m'ont blâmé pour ce qu'ils ont cassé et se sont remerciés d'y avoir survécu. Le vendredi soir n'était pas un dîner, c'était un point de situation, comme Manon l'a formulé. Ce mot seul m'a dit que le scénario avait déjà été écrit et que mes répliques n'étaient pas modifiables. Je suis entré dans le salon pour les trouver tous les trois assis aux mêmes places qu'ils occupaient pendant les vacances. Seulement ce n'était pas une célébration. C'était un confinement. Antoine avait ce sourire crispé qu'il arborait chaque fois que les choses échappaient à son contrôle. Les lèvres de Manon étaient serrées, le verre de vin dans sa main tremblait très légèrement. Pierre semblait souhaiter être n'importe où ailleurs. Manon a commencé par un soupir, je pense que nous devons parler de la tension dans la maison. J'ai attendu. Elle l'a pris comme une permission de continuer, il y a eu beaucoup de pression dernièrement. Et avec le lancement d'Antoine ne se déroulant pas comme prévu. Ne se déroulant pas comme prévu, ai-je fait l'écho. Elle a jeté un coup d'œil à Antoine, puis de nouveau à moi, l'énergie ici n'a pas été utile. Je savais ce qui allait venir, mais je l'ai laissé le dire, je pense juste que ta distance, tonton dernièrement, ça a rendu plus difficile pour Antoine de rester concentré. J'ai cligné des yeux, donc, juste pour clarifier, vous dites que sa start-up a implosé parce que je n'ai pas assez souri au dîner. Manon a hésité, je dis que peut-être il s'est senti non soutenu. Ma voix est restée basse,
contrôlé, j'ai abandonné mon bureau. J'ai abandonné mon nom sur la porte. J'ai abandonné la tranquillité. Et maintenant vous voulez que je m'excuse de ne pas avoir applaudi plus fort pendant qu'il recablait la maison pour faire planter mes systèmes tous les 2 jours? Pierre a coupé, Élodie, peut-être que ce n'est pas une question de blâme. Peut-être s'agit-il d'apprendre à communiquer différemment. Je me suis tourné vers lui lentement, vous voulez dire moins directement? Plus doucement? Peut-être d'une manière qui ne mette pas les gens mal à l'aise avec mon propre malaise. Personne n'a répondu après cela. Après cela, je suis retourné au garage. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas pleuré. Je me suis assise à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à taper. Tout ce qui avait été dit, mot pour mot. Chaque pause. Chaque regard. Chaque phrase. Je ne tenais pas un journal, j'enregistrais. J'ai relu la lettre de mon père, celle encadrée au-dessus de mon bureau. Et pour la première fois, elle ne ressemblait pas à un baume. Elle ressemblait à une preuve. Une preuve que quelqu'un m'avait dit un jour que ma voix comptait, et que personne d'autre dans cette maison ne l'avait jamais fait. Plus tard cette nuit-là, je les ai entendus dans la cuisine. La voix de Manon était basse, destinée à Antoine seul, je n'aurais pas dû la laisser te contrarier comme ça. Tu dois retrouver ta concentration. Antoine a murmuré quelque chose que je n'ai pas pu saisir. Puis, plus clairement, elle est juste amère. Ça a toujours été difficile pour elle quand quelqu'un d'autre reçoit de l'attention. Je n'ai pas interrompu. J'ai juste pris mon téléphone, touché l'application d'enregistrement et j'ai murmuré dedans, ce soir, ils ont enterré la dernière version de moi qui avait besoin de leur approbation. Le lendemain matin, j'ai visité un espace de coworking à 10 minutes de la maison. Murs propres, fenêtres lumineuses, prises qui ne bourdonnaient pas quand on branchait. Ils m'ont demandé si j'avais besoin d'un bail à long terme. J'ai dit, non. Juste 1 mois pour l'instant. Mais alors que j'étais assise là, testant la vitesse du Wi-Fi et jetant un coup d'œil au tableau blanc vide dans le coin, j'ai senti quelque chose de nouveau s'installer dans mes os. Ce n'était pas une évasion. C'était une récupération. Je ne fuyais pas. Je partais sans me retourner. Ils pouvaient garder leur chambre d'écho. Leur récit préapprouvé. Leur logique fracturée de soutien qui semblait toujours m'exclure. Je construirais autre chose. Tranquillement. Délibérément. Juste comme je l'avais toujours fait. Ils m'ont blâmé pour ce qu'ils ont cassé et se sont remerciés d'y avoir survécu. J'avais toujours été celle qui réinitialisait le routeur, réparait le Wi-Fi, remplissait le silence. Jusqu'à cette nuit où j'ai tout laissé s'effondrer. Dimanche soir, Manon a appelé pour une rapide réunion de famille. Pas de dîner, pas d'excuses. Juste un SMS envoyé 2 heures avant, regroupons-nous vers 19h. Nous devons parler. Je n'ai pas répondu. Mais je suis apparu avec ma propre version de la réunion. Ils étaient déjà à table quand je suis entré. Antoine semblait mal à l'aise. Manon tripotait la salière. Et Pierre, comme d'habitude, arborait ce demi-froncement de sourcils d'un homme qui aurait préféré être n'importe où ailleurs. Nous traversons un moment difficile, a commencé Manon, joignant les mains comme si elle dirigeait un groupe de soutien. Et avec les récents défis d'Antoine en matière de relations publiques, nous avons pensé qu'il pourrait être utile de s'aligner. Vous savez, en tant que famille. Le financement d'Antoine a disparu parce qu'il ne pouvait pas livrer ce qu'il avait promis, pas à cause d'un mauvais alignement, ai-je dit calmement. Elle a cligné des yeux, Élodie, nous ne sommes pas là pour attribuer des responsabilités. Bien, ai-je dit, en branchant ma clé USB sur le côté de l'ordinateur portable familial. Parce que je l'ai déjà fait. L'écran s'est allumé. J'ai navigué rapidement, sans dramatisation, sans pause. J'ai cliqué pour ouvrir un dossier intitulé « Journaux d'accès », puis « Utilisation non autorisée », puis « Usurpation d'identité ». D'abord sont venues les captures d'écran, Antoine accédant à mes anciens comptes. Ensuite, les enregistrements de téléchargement, date et heure auxquelles il a extrait des fichiers sensibles. Enfin, l'email, lui se faisant passer pour moi auprès d'un de mes clients à but non lucratif, essayant de présenter une intégration crypto. Manon a couvert sa bouche. Pierre s'est penché en avant. Je suis restée silencieuse trop longtemps, ai-je dit, la voix égale. Vous vouliez une explication. La voici. Antoine a ouvert la bouche. Ce n'était pas, il y a un contexte. Tu as menti, ai-je coupé.
Tu as volé l'accès. Tu as mis ma réputation en danger. Manon semblait frappée, mais ce n'était pas la culpabilité. C'était l'embarras. Pierre a demandé doucement, tout cela est-il vrai? J'ai fouillé dans mon sac et j'ai placé un deuxième dossier sur la table, un tableur imprimé. Dépenses. Date. Totaux. Chaque course que j'ai payée. Chaque facture de service public. La réparation de la chaudière. La quote-part dentaire d'urgence. Mon nom. Leur dette. Au cours des 2 dernières années et demie, ai-je dit, j'ai maintenu cette maison en fonctionnement. Numériquement. Financièrement. Émotionnellement. Et j'en ai fini. Personne n'a bougé. Antoine avait l'air pâle. Je me suis levé, j'ai redressé ma blouse et j'ai regardé chacun d'eux dans les yeux. Vous avez pris mon espace. Vous avez emprunté mes outils. Vous avez ignoré ma voix. J'ai laissé les mots atterrir. Puis j'ai ajouté le coup de grâce, ce soir, vous perdez la seule personne qui faisait encore la vaisselle. Pierre a commencé à dire quelque chose. J'ai levé la main. Il a fermé la bouche. Je suis sorti. De retour au garage, le calme était mérité. Je ne me suis pas précipité. J'ai ouvert les tiroirs. J'ai rangé mon équipement technologique avec précision. J'ai étiqueté les disques externes. J'ai enroulé les câbles. J'ai trié les papiers dans des dossiers propres. Tout était méthodique. Tout était à moi. Je n'ai pas claqué la porte derrière moi. Je n'avais pas besoin de le faire. Il l'entendrait de toute façon. Chaque fois que le Wi-Fi tomberait en panne. Chaque fois que l'imprimante se bloquerait. Chaque fois que quelqu'un oublierait comment configurer une connexion sécurisée. Chaque fois que quelque chose casserait et que je ne serais pas là pour le réparer. Ce fut le jour où j'ai cessé de nettoyer leur désordre. Le jour où j'ai cessé de faire semblant qu'ils ne s'attendaient pas à ce que je le fasse. Et je n'ai pas laissé de mots. Ils n'en méritaient pas un. Ils se demandaient ce qu'ils feraient sans moi. Maintenant ils le découvraient. Lentement. Douloureusement. Un repas froid à la fois. La maison était silencieuse d'une manière qui semblait anormale, comme si le volume avait été baissé exprès. Pendant 2 jours complets après la confrontation, personne n'a dit grand-chose. Il n'y avait pas de salutation dans le couloir. Pas de fourchette qui tape au dîner. Pas même les soupirs passifs-agressifs habituels de Manon. C'était comme si toute la structure était entrée en hibernation, toujours debout mais fragile. Antoine a disparu. Sa voiture avait disparu de l'allée avant que je ne me réveille lundi. Pas de mots. Pas d'au revoir. Pas même un claquement dramatique de la porte d'entrée. Juste l'absence. Je n'ai pas demandé où il était allé. Manon, en revanche, se déplaçait comme un fantôme. Elle évitait mes yeux lorsque nous nous croisions dans la cuisine. Se détournait chaque fois que j'entrais dans une pièce. Pierre passait la plupart de son temps dans le jardin à faire semblant que les mauvaises herbes qu'il arrachait étaient plus pressantes que le lent effondrement du foyer à l'intérieur. J'aurais dû me sentir triomphante. Mais ce qui m'a envahi à la place, c'était une immobilité lourde et mesurée. Comme si j'avais enfin taillé mon espace seulement pour réaliser à quel point le bruit l'avait rempli auparavant. Le mardi après-midi, je triais le courrier quand j'ai remarqué une enveloppe glissée avec les miennes. Pas d'adresse de retour. Mais clairement destinée à Antoine. Elle avait déjà été ouverte, probablement par accident. Probablement par quelqu'un de la maison désespéré de trouver quelque chose de rachetable dans les décombres. J'ai sorti la lettre. Lu l'entête une fois et expiré. C'était un avis de recouvrement. Un avertissement formel d'un prêteur de crypto-monnaie indiquant qu'Antoine avait fait défaut sur une ligne de crédit. Et pire encore, il listait la garantie, le compte de retraite de Manon et Pierre. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas agité le papier. J'ai simplement marché dans le couloir, me suis arrêté à la porte de la chambre fermée de Manon et l'ai poussé juste assez pour glisser la lettre sur sa table de chevet. Elle a levé les yeux, surprise, les yeux cerclés de rose. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé. Je me suis reculé, votre fils a hypothéqué votre avenir. Tout est là-dedans. Elle a ramassé le papier d'une main tremblante. A lu une ligne. Puis m'a regardé et a murmuré, je ne savais pas, j'ai croisé son regard avec aplomb, vous ne vouliez pas savoir. Ce soir-là, mon téléphone a vibré avec un message vocal d'un numéro inconnu. C'était Antoine.
Sa voix rauque et précipitée est venue avec toute la sincérité émotionnelle d'une équipe de débat de lycée, et, je sais que tu es probablement contrarié, mais rien de tout cela n'était censé se passer comme ça. Le plan était solide. Ce n'était qu'un risque temporaire. J'allais arranger ça. J'allais réparer les choses. J'ai arrêté d'écouter. J'ai supprimé le message avant qu'il ne puisse le transformer en une nouvelle excuse. Puis j'ai consigné l'appel, date, heure, résumé. Je l'ai ajouté au dossier. Il l'appelait toujours un plan. Plus tard cette semaine-là, alors que j'étais assise dans le garage à vérifier des factures, Pierre a frappé doucement et est entré sans attendre la permission. Il tenait 2 tasses de thé, la mienne comme je l'aimais, à peine sucrée, juste un soupçon de citron. Nous nous sommes assis tranquillement pendant quelques minutes. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt, a-t-il dit finalement. Nous nous sommes trop appuyés sur toi. J'ai siroté le thé, vous le faites encore. Il a acquiescé, je sais. Je n'ai pas adouci, la reconnaissance n'est pas la même chose que la réparation. Il n'a pas argumenté. Il s'est juste levé, m'a fait un petit signe de tête résigné et est parti. Le vendredi, j'avais emballé 2 boîtes de plus. Tout l'essentiel fichiers, disques durs, câbles, cahiers tenaient désormais dans 5 conteneurs soigneusement étiquetés empilés contre le mur du fond. Je n'avais pas l'intention de déménager. Pas encore. Mais je planifiais. J'ai envoyé un SMS à une entreprise de stockage. Non pas pour emporter des choses. Juste pour les conserver. Pour me donner des options. Une porte de sortie qui ne ressemblait pas à une fuite. Un moyen de partir à mes conditions. Cette nuit-là, je me suis assise à mon bureau sous les guirlandes lumineuses chaudes et clignotantes et j'ai regardé autour du garage qui était devenu ma forteresse. Tout ici était fonctionnel. Contrôlé. À moi. Je ne déménageais pas. Mais je récupérais le droit de partir quand bon me semblait. Plus il luttait sans moi, plus il devenait clair, je n'étais jamais seulement le système de soutien. J'étais le système. L'Internet a coupé un lundi matin. Je l'ai su avant que quiconque ne frappe parce que la maison au-dessus de moi est devenue étrangement silencieuse. Pas de streaming YouTube. Pas d'appels vocaux étouffés. Pas de cliquetis d'Antoine qui faisait les 100 pas pendant l'une de ses présentations. Ils ne sont pas venus au garage pour la première fois. Ils n'ont pas demandé. J'ai continué à travailler. Il n'a pas fallu longtemps avant que j'entende des pas. Ceux, lourds et impatients, d'Antoine. Et le son de lui gesticulant avec le routeur. 2 minutes plus tard, le courant a clignoté, puis est complètement tombé. J'ai attendu. Il est revenu avec un signal plus faible qu'avant. Plus tard ce jour-là, j'ai entendu Manon frapper juste une fois, puis se retirer. Je ne me suis pas éloigné de la fenêtre latérale. J'ai regardé Pierre debout sur le porche, sous le soleil de fin d'après-midi, tenant un mélange emmêlé de câbles. Il regardait un tutoriel YouTube sur son téléphone, essayant d'installer un nouvel extenseur de réseau maillé. Ses lunettes glissèrent sur son nez alors qu'il se penchait, plissant les yeux, le tournevis tremblant légèrement dans sa main. À l'intérieur, Manon a brûlé le rôti. L'alarme de fumée a sonné 2 fois avant qu'elle ne trouve comment l'éteindre. Je pouvais l'entendre crier sur le four. Sur l'air, en réalité. Mais pas sur Antoine. Pas sur elle-même. Ils n'ont pas appelé mon nom. Ils n'avaient pas besoin de le faire. J'ai regardé tranquillement. Documentant chaque choix qu'il faisait pour réparer ce qui n'avait jamais cassé quand j'étais en charge. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon journal et j'ai écrit une ligne, ils voulaient l'autonomie. Maintenant ils l'ont. Le lendemain, j'ai emballé mon ordinateur portable et je me suis dirigé vers l'espace de coworking que j'avais loué. Ça sentait la peinture fraîche et les grains de café. La lumière du soleil se déversait par les grandes fenêtres. Personne ne m'a interrompu. Personne ne m'a demandé de réparer quoi que ce soit. J'ai commandé un lait d'avoine et j'ai construit le premier module de mon cours de sécurité en ligne. En 2 heures, j'avais tracé l'intégralité du programme. Je n'ai pas pensé à la maison une seule fois, jusqu'à ce qu'un SMS arrive de Jeanne, mon ancienne mentor, toujours en guerre? Ou prête à diriger quelque chose de réel? Je n'ai pas répondu. Pas encore. J'ai laissé le message là, sans réponse. Tout comme je l'avais fait pendant trop d'années, attendant qu'il me choisisse. Cette fois, je me choisirai. À mon propre rythme. Ce soir-là, alors que je rangeais le garage, Pierre a frappé doucement.
Il n'a pas essayé d'entrer. Il est juste resté dans l'embrasure de la porte et a dit « Merci d'avoir gardé des dossiers. Ça nous épargne un sacré désordre avec le compte de retraite. » J'ai levé les yeux de mon bureau, « Bien, » ai-je dit. Mais je ne suis ni votre avocate ni votre informaticienne. Il a acquiescé. Pas de protestation. Pas de culpabilisation. Juste l'acceptation. J'ai fermé la porte sans un mot. Elle a cliqué doucement derrière lui. En me rasseoir, j'ai remarqué que la lumière du porche était éteinte. Pendant des années, j'aurais attrapé une nouvelle ampoule et l'aurais changée avant que quiconque ne le remarque. J'aurais grimpé à l'échelle. Jonglé avec le remplacement. Essuyé le couvercle en verre avec le coin de ma chemise. Mais je n'ai pas bougé. J'ai fini ce que je faisais. Et quand je suis finalement sorti pour me dégourdir les jambes, j'ai levé les yeux vers le porche sombre et j'ai continué à marcher. Parce que tout ce qui est cassé ne m'appartient plus à réparer. Ils ne sont pas devenus des personnes différentes, mais je suis devenu quelqu'un qui n'avait pas besoin qu'ils le deviennent. 2 semaines ont passé et le garage avait pris l'immobilité d'un espace respirant enfin par lui-même. Plus d'interruptions. Plus de coups. Plus d'ampoules clignotantes réclamant de l'attention. C'était à moi maintenant. Non pas par permission, mais par une réappropriation silencieuse et persistante. Puis Pierre m'a invité à déjeuner. Il n'a pas fait la chose des excuses performatives. Pas de « il faut qu'on parle ». Pas de « Manon pense que ce serait bien ». Juste « tu es libre mercredi ?» Il y a un restaurant pas trop bondé. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre dans un box qui avait autrefois été le préféré de papa. Autour d'œufs et de toast sec, il m'a regardé dans les yeux plus longtemps que prévu. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt, a-t-il dit. Nous t'avons trop demandé. De rester silencieuse. De maintenir la paix. De réparer les choses pour que nous n'ayons pas à remarquer qu'elles étaient cassées. J'ai remué mon café et ne me suis pas précipité pour combler le silence. Il ne m'a pas demandé de le pardonner. Je n'ai pas offert de réconfort. Mais quelque chose dans l'air a changé. Pas une guérison exacte. Mais la tension d'une corde tendue s'est finalement relâchée. À la maison, la place d'Antoine à table est restée vide. Il n'était pas revenu. L'histoire, selon Manon, était qu'il se regroupait. Elle l'a dit comme s'il était un ouragan se formant dans le golfe, il avait juste besoin de plus d'espace que nous ne pouvions lui en donner, a-t-elle dit un soir au dîner, les yeux baissés, la voix tendue. Je n'ai pas répondu. J'ai pensé, non. Il avait besoin de murs qui ne le tiendraient pas responsable. Le lendemain matin, j'ai trouvé Manon debout dans l'embrasure de la porte du garage. Sa main planait près du cadre. Elle semblait plus petite que dans mes souvenirs. Je sais que je ne peux pas revenir en arrière, a-t-elle dit doucement, mais je veux que tu saches que je le vois maintenant. Tout. J'ai continué à travailler. Je n'ai pas levé les yeux. Le regrettez-vous, ai-je demandé. Un battement de silence. Je regrette de ne pas l'avoir vu plus tôt, a-t-elle répondu. J'ai acquiescé une fois. Puis j'ai dit, c'est déjà ça. Mon ton est resté égal. Je n'essayais pas de la punir. Je n'offrais juste pas de porte de sortie facile. Cet après-midi-là, j'ai commencé à vider le garage. Non pas pour déménager. Mais pour simplifier. J'ai vendu les outils que je n'utilisais plus. Donné des boîtes de câbles que je gardais, au cas où. Ce qui restait était ce qui importait, un bureau. Ma lettre encadrée. Une cafetière. Des lignes épurées. Pas de désordre. J'ai murmuré à moi-même, presque sans m'en rendre compte, je n'avais pas besoin qu'ils réparent ce qu'ils avaient cassé. J'avais juste besoin qu'ils arrêtent de faire semblant que rien n'avait craqué. Le dimanche est arrivé et Pierre faisait un barbecue dehors. Il n'a pas fait de discours. Il ne l'a pas présenté comme une offre de paix. Il a juste appelé, si tu as faim, il y a de la place. J'ai apporté mon propre plat. Je me suis assise tranquillement. Manon m'a tendu une assiette sans commentaire. Les seuls mots échangés toute la nuit sont venus de Pierre alors qu'il prenait une bouchée de sa propre cuisine, les pommes de terre sont bonnes. J'ai acquiescé. Elles l'étaient. Ce n'était pas de la chaleur. Mais ce n'était pas du gel non plus. C'était suffisant. La facture finale n'était pas pour de l'argent. C'était pour des souvenirs. Du temps. De l'énergie. Des années que je ne récupérerai jamais.
Je l'ai tapé en silence. Le curseur se déplaçant comme un métronome sur la dernière décennie de service. Titre, au cas où vous auriez oublié. Le tableur qui suivait n'était pas émotionnel. Il était chirurgical. Toto des courses détaillées. Paiement des services publics. Renouvellement de logiciels. Remplacement de routeurs. Heures de freelance détournées de clients payants pour résoudre le chaos familial. En bas, une phrase, voici ce que cela a coûté pour maintenir en vie votre version de la famille. Je l'ai imprimé. Les plier proprement. Et les laisser sur la table de cuisine de Manon sans un mot. Pas d'enveloppe. Pas de signature. Pas d'adoucissement. Au moment où elle l'a trouvé, j'étais de retour dans le garage, vérifiant ce qui restait. Je n'avais pas besoin d'entendre sa réaction. Mais je l'ai entendue quand même. Elle est apparue dans l'embrasure de la porte une demi-heure plus tard. Le visage pâle. La voix déjà tremblante, je ne savais pas que tu tenais un compte. Je n'ai pas levé les yeux de mon ordinateur portable. Vous n'avez pas le droit de pleurer pour ce que vous avez refusé de voir, ai-je dit, ferme et net. Puis je me suis tourné vers l'écran. Elle n'a pas argumenté. Elle est juste restée là un moment de plus avant de partir. Je n'ai pas suivi. La sympathie était une monnaie qu'ils n'ont jamais dépensée pour moi. Je ne faisais pas de remboursement. Ce soir-là, j'ai finalisé le bail d'un appartement d'une chambre de l'autre côté de la ville. Grande fenêtre. Immeuble calme. Pas de circuit partagé. Pas de vieilleries entassées dans les coins. Le garage était déjà propre. Mes boîtes étiquetées. Mes disques sauvegardés. J'ai placé la clé sur l'établi, juste là où Antoine avait autrefois mesuré mon bureau comme s'il lui appartenait. À côté, un petit mot plié, tout ce dont vous aviez besoin, je l'ai donné. Tout ce dont j'ai besoin, je le construis sans vous. J'ai verrouillé la porte derrière moi. J'ai marché jusqu'à la voiture. Et je n'ai pas regardé en arrière. Le lendemain, au milieu du déballage de mon moniteur dans le nouvel appartement, j'ai reçu un email d'un ancien collègue. Objet, mise à jour sur Antoine. J'ai cliqué par obligation, pas par intérêt. Il s'est avéré que l'affaire de fraude avait escaladé. L'arbitrage était en cours. Mais je n'aurais pas besoin de témoigner. Ma documentation avait bouclé la boucle, mes horodatage, mes journaux, mes reçus. J'ai transféré l'email vers mes archives cryptées. Je l'ai étiqueté, traité. Puis j'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai fait du thé. Cette nuit-là, j'ai accroché une seule chose au mur, la lettre de papa. Celle qui me rappelait que je faisais fonctionner à nouveau les choses cassées. J'ai allumé une seule bougie en dessous. Je me suis assise par terre et j'ai murmuré, pas pour quelqu'un d'autre. Juste pour moi. Je n'étais pas l'enfant prodige. J'étais l'encre. Et maintenant je suis le navire. Je me suis levé. J'ai verrouillé la porte de mon nouveau bureau, celui-ci gagné, pas hérité. Et je suis sorti dans une vie que j'avais déjà commencé à construire le jour où ils avaient supposé que je ne partirais pas. Au final, je n'ai pas seulement quitté une maison. J'ai quitté une version de moi-même qui n'arrêtait pas de rétrécir pour s'adapter à la forme de leur confort. S'il y a une chose que j'espère que vous retiendrez de mon histoire, c'est ceci, le silence n'est pas toujours une force, et être nécessaire n'est pas la même chose qu'être respecté. Les gens qui prennent sans reconnaissance changent rarement à moins que vous ne les fassiez confronter à l'absence de ce que vous avez autrefois donné si librement. Vous êtes autorisé à fixer des limites. Vous êtes autorisé à dire non. Et lorsque le jour vient où vous vous choisissez enfin, ce n'est pas égoïste. C'est de la survie. C'est de la force. Alors laissez-moi vous demander, êtes-vous déjà resté quelque part trop longtemps parce que vous ne vouliez pas décevoir les personnes même qui vous ont déçu en premier? Laissez un dans les commentaires si cette histoire a fait écho en vous, ou dites-moi d'où vous regardez. Je lis chaque commentaire. Et si cette histoire n'a pas résonné en vous, ce n'est pas grave non plus. J'aimerais savoir pourquoi. Parlons-en. Si cette vidéo a touché quelque chose de profond en vous, si elle a ressemblé à un morceau de votre propre parcours, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner à la chaîne. Il y a plus à venir. Des histoires vraies pour des vies réelles, racontées par des gens qui sont passés par là. Merci d'avoir passé du temps avec moi.